Eh bien, je vous propose de démarrer, il est 11 heures. Donc, bienvenue pour ce webinaire sur la validation des acquis de l'expérience dans le cadre de notre offre de professionnalisation IFOP et sur les webinaires dédiés à cette actualité IFOP. Un webinaire sur la VAE, ça faisait pas loin de 2 ans maintenant qu'on n'avait pas traité de ce sujet-là et c'est apparu opportun à plus d'un qu'on puisse voir ce qui évoluait en regard de ce dispositif. Donc bonjour à tous, je vois Denis et Ludivine qui saluent les uns et les autres, Véronique du Greta de Cholet également. Et bienvenue. Donc sur les sondages, je ne m'attarde pas sur le premier sondage, je crois qu'il était assez évident. Par contre, pour ce qui est de vos besoins, donc vous mettez en avant bien le fait de pouvoir aborder aujourd'hui les derniers changements liés à la VAE, les possibilités de financement, voir les évolutions du dispositif pour les demandeurs d'emploi, identifier les lieux ressources pour la première étape de la VAE, donc le choix de la certification et préparation de la recevabilité, et puis également vers qui vous tournez pour obtenir un conseil VAE. Écoutez, on va essayer de pouvoir répondre à ces questions-là, à vos besoins dans ce temps assez contraint sur un dispositif qui mériterait pas mal de temps pour pouvoir le développer, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Ce temps va être structuré en deux parties en fait. Une première partie où je vais revenir sur les fondamentaux, mais très rapidement pour surtout me concentrer sur la partie évolution et info conseil et financement, ce qui permettra, j'espère, de commencer à répondre à vos premières attentes et tout cela alors pas du tout comme c'est indiqué sur cette diapo, mais plutôt sur le sommaire que je vous montre maintenant. Et donc en un quart d'heure de temps grand maximum. Donc top chrono, c'est parti. Et puis dans un deuxième temps ensuite, on a le plaisir de pouvoir avoir les trois principaux certificateurs en région qui ont répondu à notre sollicitation pour participer à ce webinaire et qui nous exposeront un quart d'heure de temps chacun, grand maximum questions-réponses incluses, ce qu'il en est de l'actualité de la VAE chez eux. Il est probable qu'on déborde, je vous préviens d'ores et déjà, on va essayer de se tenir le maximum à l'heure convenue, mais voilà, on va faire du mieux que l'on peut. Je démarre pour les fondamentaux. Je pense que pour connaître un certain nombre d'entre vous, vous n'êtes pas à découvrir le dispositif lui-même. L'idée, donc, c'est sur les fondamentaux, c'est quoi et pour qui et pourquoi faire une VAE. Ce que je vous propose, peut-être rapidement, le quoi et pour qui. Déjà, vous partagez tout simplement les ressources qui permettent d'y revenir. On a sur le site du CARIFOREF une rubrique dédiée à la VAE sur laquelle je vous propose déjà d'aller faire un petit tour ici et sur lequel on trouve une infographie du ministère du Travail très bien faite, en l'occurrence pour une présentation de premier niveau sur ce qu'est le dispositif, en quoi il consiste. Et donc je ne vais pas faire de la redite et je ne peux qu'inviter tout à chacun, en tout cas à aller sur ces éléments et qui permettent de communiquer une première information déjà sur la VAE. Donc à la fois cette infographie, également une vidéo de présentation, c'est la sélection du CARIF. On trouve également, je le cite d'ores et déjà, le site national vae.gouv.fr qui lui également est la référence en termes d'information autour de la VAE. Je pense qu'une majorité d'entre vous connaissent déjà ce site et donc je ne vais pas non plus m'y attarder, et sachant que vous avez un espace ressources très fourni, tant en termes de webographie, cytographie que de vidéos également. Donc je vous invite à y aller. Donc une nouvelle voie entre guillemets depuis 2002 d'accès à la certification, partant du fait que l'expérience produit de la compétence, pas toute situation d'expérience, mais qu'en tout cas il est possible de valoriser les compétences acquises par l'expérience pour obtenir tout ou partie d'un diplôme, d'une certification professionnelle ou d'un titre, en gros d'une certification enregistrée au RNCP. Les éléments sur lesquels, là sur ce quart d'heure, j'aimerais juste faire un petit focus, c'est quelques messages clés.
Cette présentation, vous l'aurez également de disponible sur le site, notre site du CARIFOREF Orientation Pays de la Loire dans la boîte à outils avec l'enregistrement du webinaire. Peut-être juste dire quelques mots, les besoins, c'est souvent des besoins de repositionnement, de mobilité, ou quand on a besoin de créer une entreprise ou un financeur demande un diplôme en fait à celui qui veut créer son entreprise, mais essentiellement aussi pour beaucoup des enjeux de valorisation et de reconnaissance par l'obtention d'une certification et des fois aussi pour accéder à un concours ou une formation. Sans parler des effets de prise de recul et de mise en perspective de son expérience que ça représente, une telle démarche de validation des acquis. Le rapprochement d'un référentiel d'activité, je ne m'y attarde pas non plus, c'est bien en regard d'un référentiel d'une certification donnée qu'il s'agit de mettre en perspective les compétences, donc connaissances liées, en tout cas connaissances opérationnelles et savoir-faire relationnel, donc attendu des professionnels qui ont la certification par d'autres voies, avec le même niveau d'exigence. Avec par ailleurs pour nous en tout cas, deux phases dans la démarche. En fonction de la présentation, on peut en trouver 3 ou 4, mais en tout cas pour nous, on distingue l'amont de la préparation du projet, l'information conseil avant recevabilité, avec les informations, les entretiens d'opportunité, puis après l'étape de recevabilité, étape administrative, d'une demande de validation des acquis, la phase de préparation au passage en jury, avec différentes modalités sur lesquelles on pourra revenir avec nos certificateurs présents aujourd'hui. Et puis le tout amenant à la confection d'un dossier DAE dans la majeure partie des cas. Je ne m'attarde pas non plus sur les éléments de procédure parce qu'on y reviendra dans le détail. Et 2, possibilité 3, en fait, la validation totale ou la validation partielle. Et dans le pire des cas, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas pu obtenir d'informations ou qui sont en erreur de casting sur cette démarche-là, le refus de validation. Les éléments statistiques, l'intérêt, je ne m'attarde pas non plus, c'est juste de dire qu'avant, on consolidait au niveau régional, le CARIFOREF, les informations relatives à la VAE pour l'ensemble des certificateurs, ce qui n'est plus le cas depuis les derniers chiffres de 2016. Ce qu'on retiendra juste, c'est qu'en moyenne, l'éducation nationale et le ministère de la DRGSCS, Cohésion sociale et le ministère de l'Emploi étaient les principaux certificateurs en région majoritaire et avec, en moyenne, là encore, globalement, un assez bon taux de certification totale. Là, je l'évoque en comparaison à d'autres régions. Par contre, en creux de ces chiffres-là, une personne sur 10 qui n'avait pas de validation du tout. Mais ça remonte déjà. Donc, une fois que j'ai dit ça, on se posera la question avec les certificateurs des éléments qu'on peut avoir aujourd'hui en regard. Vous vous posiez des questions relatives au coût. Je rappelle juste que c'est la recevabilité qui est le point de départ en général de financement pour l'ensemble des financeurs, que les éléments de coût, pour l'essentiel, c'est l'accompagnement à la VAE qui constitue l'essentiel des coûts d'une telle démarche, et puis que la moyenne des coûts constatés progresse petit à petit, mais une fourchette moyenne consisterait à dire que les accompagnements sont entre 1 000 € à 1 400 € aujourd'hui, sachant qu'on a beaucoup moins et beaucoup plus par rapport à cette moyenne. En termes de financement, vous en posiez les questions, le paysage a évolué depuis la loi avenir professionnel, les termes ont évolué, mais pour un salarié, on retrouve les possibilités de mobilisation en accord avec l'employeur du plan de développement des compétences. La loi à venir introduit la possibilité de mobiliser également le nouveau dispositif Pro-A, anciennement période de pro remanié pour le financement de la VAE. J'ai indiqué, et c'est à creuser, en fait, on est aussi dans une phase de transition, de nouveaux décrets et d'évolution dans le domaine, mais la mise en œuvre, la mise en place du CPF de transition professionnelle permettant le financement d'une VAE. Je l'ai indiqué en articulation avec un projet formatif, donc je le mets en italique pour cette mobilisation de financement. Au cœur, le CPF et les fonds propres de la personne, donc au financement, et pour ce qui est des demandeurs d'emploi,
c'est principalement la mobilisation d'AIF avec un conventionnement région Pôle emploi annuel en 2019, en l'occurrence, qui portait à quelques 200 accompagnements sur cette année cofinancés région et Pôle emploi. Et donc, qui là encore mobilise aussi des CPF, les euros CPF disponibles pour la personne. Voilà pour c'est très très rapide, sachant que faudra aller dans le détail en fonction des différents statuts des personnes. Il y a le site vae.gouv.fr a une actualisation de ces éléments à août dernier qui vous permet d'aller voir les différents cas de figure fonction de la situation des personnes pour la prise en charge de la démarche. Et puis l'info-conseil, vous l'avez évoqué. Alors effectivement, on est dans une période de transition. On avait en région, suite à la mise en œuvre du SPRO, on avait les opérateurs CEP qui étaient articulés dans l'info-conseil, qui étaient en articulation avec les opérateurs du SPRO pour délivrer l'info et le conseil de premier niveau, avec la possibilité également de mobiliser des conseillers experts VAE. Alors, je vais juste réactualiser le schéma qu'on vous présentait précédemment sur cette partie-là, donc la compétence de l'info-conseil étant régionale, compétence transverse, j'entends. Chaque organisme certificateur a ses propres conseillers informant les publics, mais pour ce qu'il en est de la possibilité d'informer de manière large et en adéquation avec le besoin de la personne et avec une vue ouverte à l'ensemble de l'offre des certificateurs, cela relève de la compétence régionale. J'ai réactualisé également cette diapositive pour illustrer le fait que le CEP lui-même a évolué. Enfin, c'est dans sa conception et dans son cahier des charges, on est à 2 niveaux au lieu de 3, mais que l'idée pour une personne qui se pose la question sur la pertinence de la VAE pour son projet, c'est bien d'avoir le premier niveau d'info qui, lui, va continuer à être assuré par les opérateurs CEP, inchangé côté demandeur d'emploi, donc Pôle emploi, mission locale, Cap emploi, également côté APEC, et comme vous êtes n'êtes pas sans le savoir également, ce ne sont plus les OPACIF qui assureront le CEP pour les salariés, mais donc un opérateur régional qui va rentrer en fonction très, très prochainement, mais qui aura à charge également ce niveau d'information et de conseil de premier niveau, et sachant que par rapport au niveau 2, quand on rentre dans la dimension d'accompagnement, d'évaluation du projet et de la pertinence, de la vérification du fait que la VAE peut répondre aux besoins de la personne, ce que l'on avait précédemment qui perdure, soit on est dans un cas assez simple de personnes qui est déjà bien informées et avec un projet qui match avec les certifications les plus demandées et pour lequel on peut avoir une mise en lien assez rapide avec le certificateur pour rentrer dans la gestion de l'étape de recevabilité. Et dans la plupart des cas par ailleurs, en fonction du niveau de connaissance également des conseillers eux-mêmes, CEP, il y a la possibilité de mobiliser un conseiller expert VAE avec un mécanisme qui demeurera inchangé puisqu'on est en phase de transition, j'y reviens à l'instant. Mécanisme inchangé de fiche de liaison avec la possibilité de demander un appui renforcé à l'écriture du livret 1 et de mise en lien avec le certificateur. Pour ce qu'il en est, là on est au 5 novembre, le marché régional de conseil expert VAE est en cours de renouvellement, ce qui fait qu'on connaîtra les nouveaux organismes et les nouvelles personnes dans la même logique que précédemment en termes de couverture territoriale. On les connaîtra à fin novembre. Voilà, donc pour répondre à vos questions, l'information, théoriquement, on reste sur une logique, tout acteur du SPRO pourrait être informé sur la VAE, d'anciennement SPRO. On est maintenant dans une démarche EFOP avec, par ailleurs, pour les opérateurs CEP, donc cette possibilité d'informer et de conseiller en premier niveau et en articulation pour l'étude des projets VAE avec les conseillers experts VAE qui vont être prochainement nommés. Voilà, j'avais oublié de vous montrer la partie ingénierie financière. Je regarde en même temps, au niveau du temps, on est quasiment à 11h15, donc il va être temps bientôt de passer la parole à nos certificateurs. Les principales évolutions
qu'on évoquait. Finalement, de juillet 2017 et notamment par décret en octobre 2017, on se rappelle juste qu'on est passé de 3 ans à 1 an d'expérience équivalente temps plein requise, donc d'activité en lien avec le référentiel de la certification pour être recevable. C'est également dans le droit l'obligation d'information de la possibilité de VAE lors de l'entretien professionnel tous les 2 ans. Élargissement, en fait, l'ensemble des évolutions ont concouru à faciliter l'accès au dispositif et à élargir la gamme des activités qu'on pouvait valoriser. Donc là, en l'occurrence, les activités des sportifs de haut niveau, des responsables syndicaux et des élus locaux. Ces activités également peuvent être valorisées, ainsi que l'enrichissement des périodes formatives qui peuvent être valorisées dans un dossier, périodes formatives notamment en milieu professionnel, enfin, notamment essentiellement. Début 2018, un livret 1 harmonisé pour l'ensemble des certificateurs, donc disponible sur le site notamment vae.gouv.fr où l'ensemble des certificateurs pourront également en donner le lien au public, dont une version dynamique, c'est-à-dire un PDF qui se remplit et s'enregistre et donc peut être envoyé par voie électronique. Par ailleurs, début 2019, la loi réaffirme, suite à la loi Avenir Professionnel, le congé VAE comme un droit, enfin en tout cas un droit non opposable sur temps de travail. Également une affirmation d'une VAE qui soit plus partielle, avec une logique de construction de parcours qui permette aux personnes de mobiliser plus facilement la VAE en articulation avec de la formation. Ça, ce sont également les évolutions qui sont en cours. Non pas la conception des certifications elles-mêmes, qui est pour nombre de certificateurs déjà dans une logique de bloc de compétences, mais la possibilité d'avoir des constructions de parcours plus fluides, en fait, en articulant VAE et formation. Par ailleurs, à l'instant, je vous l'ai évoqué, un nouvel opérateur régional de conseil en évolution professionnelle salariée. Je ne l'ai pas encore évoqué, mais vous avez dû également y être sensibilisé, le fait qu'on ait une application CPF qui est sur le point d'être mise en ligne et qui va également donner accès aux personnes à la possibilité de mobiliser leurs euros CPF directement sur le code 200 et les accompagnements VAE de la précédente application CPF. Donc tout ça, on est juste en train au milieu d'eux, et puis l'info conseil donc qui est renouvelé en fin novembre. Donc je vais pas dire qu'il est urgent d'attendre, c'est plutôt les choses sont assez claires, sans oublier de mentionner un nouveau décret qui vient tout juste de sortir, on va pas en parler aujourd'hui, mais qui reprécise certaines règles également sur la VAE. Quand je dis tout juste, c'est tout frais là des 2-3 derniers jours. Donc on ne l'aborde pas aujourd'hui, mais tout ça pour dire que oui, pas mal de choses vont demander encore à être expérimentées, notamment je pense à l'application CPF pour voir comment tout ça évolue en termes notamment de mobilisation de financement possible par les personnes directement. Voilà, j'en rajoute pas plus, c'est le canevas très général, les fondamentaux, les actualités. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des questions? Et sinon, si c'est clair pour tous, eh bien, je vous propose de passer à la deuxième partie qui... alors, je vois que Anne, on l'aura par la région, hein, la liste des experts conseillers experts VAE. La question posée par Anne, donc, qui publiera la liste des conseillers experts VAE? C'est la région qui a en charge le marché d'attribution et qui donc en publiera je pense fin novembre, la liste des attributaires. Et aucun souci pour les majuscules. Denis également est en train. Ah, voilà. Denis, merci pour la question, le livret 1. Désolé, hein, j'ai pris le parti dans un temps resserré effectivement d'aller à l'essentiel. Ce que je vous propose, alors le livret 1, c'est un premier. Je vais juste prendre le temps de partager cette information-là et vous inviter également, Denis, enfin, je vous montre deux choses. Donc,
sur le site ve.gouv.fr. Le livret 1, c'est la demande de recevabilité. Donc, vous pourrez notamment télécharger le formulaire dans sa version dynamique. Première chose, Denis, et puis pour avoir plus de détails, plus de détails sur tous ces éléments que j'ai abordés très rapidement, ce que je vous invite également à faire, si vous le souhaitez, c'est réaccéder à notre site Orientation Pays de la Loire. J'en profite pour montrer aux uns et aux autres également où se situe notre boîte à outils du SPRO. Alors c'est encore à baptiser ainsi, mais dans lequel on a nos enregistrements de webinaires disponibles. Donc ça peut intéresser plus d'un au cas où sur d'autres sujets. Et Denis, vous aurez la précédente version de ce webinaire qui date de début 2018 et qui pourra aller vous détailler plus amplement ces éléments que j'ai vraiment abordés au pas de charge ce matin. Voilà. Alors Véronique, oui c'est ça, voilà, merci Anne. L'opérateur CEP est identifié aujourd'hui, mais peut-être pas dans tous les départements. Moi, vous avez montré une page du site. Peut-on la revoir très vite? Alors, pour ce que j'ai vu des informations, il me semble qu'effectivement, il est pour l'ensemble de la région. En l'occurrence, il s'agirait de Catalyst Conseil, pour ce qui est de l'opérateur CEP salarié. Voilà, mais je mets quelques guillemets. Je ne sais pas s'il y a une limitation territoriale. Pour ma part, je ne le sais pas. Oui, oui. Et puis pour ce qui est de la remarque d'Anne, dans la première diapo, vous avez montré une page du site orientation PDL, peut-on la revoir très vite? Assurément. Et ensuite, on passera aux interventions des certificateurs. Oui, c'est pour la région, merci Ludivine. C'est sur la page d'accueil du site Orientation Pays de la Loire, vous avez une rubrique VAE, et dans laquelle je vous montrais la possibilité d'avoir également accès à des kits d'information de premier niveau, en fait, une infographie du ministère du Travail et une vidéo de présentation de la VAE également. Voilà. On passe à la deuxième partie à présent et on va commencer avec l'éducation nationale et Antonella Tonolo-Quirk qui est en ligne. Alors pour ça, il faut que j'arrête le partage et Antonella, est-ce que vous m'entendez là? Activer votre webcam et votre micro pour que tout le monde puisse vous entendre. C'est bon. Bonjour tout le monde. Est-ce que c'est le, eh bien, enchantée de vous rencontrer, effectivement. Alors, je pense que je connais déjà un peu Véronique, avec qui voilà. On bonjour, travaille, puisqu'on travaille en partenariat avec le Greta. Voilà. Alors, pour démarrer sur les éléments statistiques, hein, vous êtes mon maître du temps, hein, Nicolas, parce que je peux parler. D'accord. Je regarde, on a un petit peu débordé, c'était inévitable, mais je prends en compte les 15 minutes maximum, questions-réponses comprises, pour que tout le monde puisse s'exprimer, pas de souci. Ouais. Et donc oui, en fait, l'intervention est structurée principalement en un petit retour rapide sur les éléments statistiques. Oui, d'accord. Combien de passages en jury, combien de certifications. Alors si on fait un zoom, après, en tout cas à partir du national et puis juste sur le Pays de la Loire, à partir du national, c'est en 2017 19 500 VAE éducation nationale apparemment, à tout confondu, pardon. Et puis sur les nôtres, eh bien nous avons environ 1000 personnes qui sont intéressées par la VAE sur l'année 2018. Et puis évidemment, au fur et à mesure des étapes, le nombre des candidats, puisqu'ils deviennent des candidats, diminue évidemment, puisque c'est une démarche qui prend un peu de temps, qui demande pas mal d'efforts personnels, même si nous accompagnons et qu'il y a d'autres accompagnateurs. Mais pour autant, en partant de 1000 personnes, on arrive à peu près 500 personnes, 522 personnes pour dire très exactement, candidats qui passent en jury de validation sur une année. Alors, il faut prendre des précautions quand on parle de volumétrie parce que
étant donné que la démarche dure sur une année, les chiffres s'étendent aussi sur une année. Autrement dit, ceux qui démarrent cette année en 2019 ne passeront en jury qu'en 2020. Donc les chiffres, évidemment, sont un peu à prendre avec des pincettes. Hein. En tout cas, il n'y a pas vraiment de baisse, parce qu'on parle de baisse en général, mais pour nous, en tout cas, on ne constate pas cette année de baisse en termes de volumétrie. Alors, quelles sont les certifications les plus demandées? Alors, ça reste le CAP, j'allais dire petite enfance, mais en fait, c'est une nouveauté aussi. Depuis 2019, le CAP a été réaménagé, renouvelé. Il s'appelle désormais le CAP accompagnant éducatif petite enfance. Et ça n'est pas qu'un ravalement de façade, j'allais dire, parce que c'est vraiment une dimension éducative qui a été prise en compte et que le certificateur a voulu donner à ce nouveau CAP, avec d'ailleurs des résultats un peu moindres par rapport au CAP petite enfance, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est une petite nouveauté. Sinon, en termes de validation, on a cette année un peu amélioré les choses. Vous parlez de 63% de validation totale. Là, sur l'ensemble de nos validations à nous en Pays de la Loire, c'est 74% de validation totale et 19% de validation partielle. Donc, on reste sur des masses qui sont un peu similaires à celles qu'on rencontrait avant. Donc, toujours peu de validation partielle et beaucoup de validation totale quand même, et un nombre très très restreint de non-validation totale. Alors les non-validations totales, elles peuvent s'exprimer par le fait que les personnes ne sont pas accompagnées et que c'est une démarche qui a pu susciter des abandons par le passé, et c'est pourquoi aussi nous avons proposé une nouvelle dimension qui est une dimension d'accompagnement pour faire en sorte qu'à chaque étape, la personne soit prise en charge le mieux possible et surtout sur mesure, qu'elle ne se sente jamais isolée, qu'elle ne reste pas avec ses questions, quelle que soit l'étape où il en est. Hein. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. On a, je pense, tous pris conscience de la dimension auto-formative, on va dire, de la validation d'expérience, de la dimension de professionnalisation. En fait, on se professionnalise quand on fait une démarche de validation, quels que soient les mobiles qui sous-tendent la démarche que vous avez rappelé tout à l'heure. Excusez-moi, alors, vous m'avez demandé d'être le gardien du temps. Je vais essayer de faire ce job. Non, et en même temps, j'en profite pour vous indiquer que Denis demandait tout à l'heure, c'était bien les chiffres régionaux en dernier que vous évoquiez. Il m'a semblé. Hein. Voilà. Okay. Oui, chiffres régionaux Pays de la Loire. Donc, on a 1000 demandes au départ qu'on traite. Et puis, et d'ailleurs, comment est-ce qu'on les traite? On a, je peux continuer du coup. Peut-être que j'en profite bon pendant ce temps-là pour présenter votre site en même temps qui va faire l'articulation à votre propos. Et je vous en prie, vous pouvez continuer à intervenir. Je vais l'activer directement. Ok, d'accord, très bien. Alors, on a effectivement, on est vraiment dans une démarche de digitalisation pour accéder au plus grand nombre et pour que les réponses soient accessibles au plus grand nombre. Donc, nous avons donc le site internet date de l'année passée. Oui, alors j'aimerais vous le présenter, mais visiblement, on a une petite interruption ici. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Alors, si oui, vous avez la possibilité également de le partager de votre côté, Antonella. Ah, attendez. Non, toujours pas. Donc, vous voulez vous invite à le partager. Ah, bah le voilà. Ah, bah si, voilà, c'est bon. Voilà, très bien. Donc, vous pouvez, vous voyez que vous pouvez vous balader dessus, dérouler le menu. Il se présente sous la forme d'une foire aux questions, principalement, où on explique à la fois la procédure, nos procédures de certificateur, hein, et à la fois notre accompagnement. Alors, si je reprends
puisqu'il y a des besoins. Hein. Chez nous, donc vous voyez, on a toutes les questions que les prospects, les personnes qui sont intéressées par la VAE peuvent contacter. Et puis, vous avez aussi un formulaire. Donc, vous pouvez aller à droite pour dérouler voilà. Donc là, on est sur le menu de formulaire. Ce qui se passe, en fait, c'est que toute personne qui est intéressée par la VAE nous contacte, elle remplit ce formulaire, ou alors elle téléphone directement, puisqu'il y a le numéro de téléphone qui est disponible directement sur le site, et on fait une étude personnalisée de son cas. Donc, on pose des questions. Il a un conseiller VAE. Nous sommes 3 conseillers VAE sur la région. Hein, on se partage le territoire. Et donc, le candidat potentiel nous interpelle et nous pose des questions sur le diplôme qu'il vise éventuellement. Est-ce qu'il a bien les prérequis? Est-ce qu'il est bien dans le domaine? Est-ce qu'il a bien une année d'expérience, voire plus, hein? Et ça nous permet à nous de faire cette étude personnalisée, de lui dire, ben oui, vous pouvez ou non, voilà, très bien, vous pouvez ou non rentrer dans la démarche, et à ce moment-là, on lui explique l'ensemble de toutes les étapes qu'il va traverser. Hein. Donc, le livret 1, vous en avez parlé tout à l'heure. Chez nous maintenant, donc vous avez dit qu'il était numérique. On l'envoie aussi de manière numérique. Hein. Toute la procédure est maintenant digitalisée chez nous, c'est-à-dire le livret 1, mais aussi le livret 2. Hein. Vous le remplissez sous format numérique et vous nous l'envoyez sous format numérique. Hein. Il n'y a plus de fichiers papier chez nous. Hein. Alors, je me permettais de passer sur les étapes de l'accompagnement oui. VAE Imponela. Les documents, alors, si vous voyez bien, il y a à la fois votre plaquette VAE qui est accessible sur le site qu'on a présenté, hein, qui oui. rappelle. Vous le voyez bien à l'écran? Hein? Oui, on le voit très bien. Hein. D'accord. C'est accessible depuis votre site et vous souhaitiez également partager les différentes la plaquette qui présente les étapes de l'accompagnement VAE que vous commenciez vous-même à illustrer à l'instant. Hein. Oui, tout à fait. Alors, donc, si on reste un peu sur cette fiche, je ne sais pas si vous pouvez l'agrandir un peu, qu'on puisse voir un peu plus. Voilà. Est-ce que vous voyez mieux? Oui. Oui, c'est mieux. C'est plus grand. Mieux. Okay. Oui, c'est mieux. Alors, vous voyez qu'en fait, notre accompagnement, il est on va dire, en 3 parties principalement. Il est d'ailleurs aussi à géométrie variable, puisque tout le monde n'a pas besoin d'un accompagnement renforcé. L'accompagnement renforcé pour nous, c'est 24 heures, mais il peut aussi être juste de 9 heures pour les personnes qui sont soit très autonomes dans leur capacité à formaliser, soit qu'elles n'ont tout simplement pas d'autres possibilités financières de mobiliser leur compte personnel de formation ou PROA ou financement région Pôle emploi. Donc la première partie qui pour nous est vraiment essentielle, c'est ce qu'on appelle l'analyse de l'expérience. Voilà, vous êtes dessus, qui dure 3 heures. Tout d'abord, il faut préciser que chaque candidat a un conseiller VAE référent qu'il peut mobiliser à n'importe quel moment de sa démarche, même jusqu'au poste jury, et sous format présentiel, format téléphone ou à distance par mail. Ça, c'est déjà la base de notre accompagnement, quelle que soit sa modalité, légère ou renforcée. Et puis donc, cette analyse de l'expérience, c'est un moment où pendant 3 heures, nous faisons rencontrer au candidat un enseignant du référentiel. Donc, vous avez un expert VAE, un expert du diplôme qui connaît parfaitement le référentiel, et on va écouter la personne, on va lui poser des questions pendant 3 heures pour identifier les 4 situations qu'il va ensuite développer dans son livret 2. Donc pour nous, cette étape-là, elle est relativement incontournable, on va dire, parce que à partir du moment où il a passé cet entretien, il a toute l'ossature de son livret 2, toute la trame sur laquelle il va pouvoir s'appuyer pour développer ensuite
ces différentes activités. Il aura dans l'accompagnement renforcé, nous travaillons avec notre partenaire très, très classique, hein, le GRETA, avec nos méthodologues du GRETA qui vont lui permettre, voilà exactement, qui vont lui permettre de formaliser ce livret 2 dans une première partie. Donc ce sont des réunions, des rencontres avec soit en individuel, soit en tout petit groupe pour lui permettre d'avoir un feedback sur ses écrits, son livret 2 au fur et à mesure. Hein. Et puis la troisième partie, toujours en GRETA, après avoir rendu son livret 2, eh bien, le candidat sera en préparation de jury, donc en simulation d'entretien pour savoir qu'est-ce que le jury va attendre de lui. Je rappelle qu'il y a 2 sessions de jury. Il y en avait 3 auparavant pour coller au CAP Petite Enfance. Pour autant, les 2 suffisent largement. Donc, vous voyez qu'on a maintenant des périodes pour rendre son livret 2 qui restent toujours à peu près au même moment, c'est-à-dire qu'on rend soit début septembre pour le début septembre, soit pour le début janvier. Et le passage en jury a lieu 2 mois plus tard, soit en novembre, soit en mars. Le jury se déroule sous la forme d'un entretien, en tout cas avec des professionnels, moitié professionnels et moitié enseignants. Voilà, qui posent des questions sur le livret 2. Vous m'entendez, oui. Antonella? Excusez-moi, oui. Juste, je vous interromps. Vous me disiez tout à l'heure, effectivement, que tout est numérique également, et de plus en plus numérique. Hein, c'est à la fois livret 1, livret 2. Oui. Et puis, par ailleurs, je me permets aussi juste de montrer sur... vous mettrez à disposition, j'imagine, hein, cette plaquette. Oui, tout à fait. Et qui permettent de voir également les éléments de coût en fonction des différentes parties d'accompagnement que vous évoquiez à l'instant. Oui, tout à fait. Donc, si vous le voulez bien, par ailleurs, vu le temps qui file, on savait que ce serait extrêmement serré. Est-ce qu'on peut se garder un tout petit peu de temps pour les questions que les uns et les autres pourraient être amenés à vous poser? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je n'ai pas compris votre nom de famille. Je ne sais pas si vous voyez les questions. Je ferme le document pour revenir dans une présentation plus classique. Alors, voilà. Voilà, je l'ai écrit, donc maintenant vous l'avez sous les yeux. Voilà, et je l'agrandis, donc Todolo Quirk. Voilà. Ok. Est-ce que, alors, toute personne intéressée par la VE, même si la certification VE visée n'est pas du ressort du ministère. Alors, Anne, quelle était la question? Oui, on peut. Je peux répondre? Bien sûr. Donc oui, on peut. Alors en fait, idéalement non, bien sûr, puisque le travail d'orientation, il est fait à la fois par les CEP et à la fois par les experts VAE. Donc on attend évidemment avec impatience la nomination, la réponse sur ces appels d'offres, parce que pour nous c'est évidemment important de travailler en amont aussi avec ces personnes. Mais bien évidemment, on va pas, on peut faire un travail d'orientation. On ne refuse pas un appel téléphonique parce que la personne ne relève pas d'un diplôme du ministère de l'Éducation nationale, bien évidemment. Très bien. Une dernière petite question éventuellement des uns et des autres? Apparemment, je vois que ça ne réagit pas. Est-ce qu'il y avait un point clé qu'on n'a pas abordé, Antonella, dans ce que vous disiez? Peut-être, oui, c'est moi qui écrivais parce que j'allais mettre mon adresse mail parce qu'évidemment on peut toujours me contacter et je vais mettre mon numéro de téléphone aussi, comme ça c'est toujours possible. Écoutez, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a quelques nouveautés bien sûr sur les blocs de compétences. C'est vrai que je pense que nous sommes le seul certificateur parmi les 3 d'aujourd'hui qui utilisons la compensation entre les blocs de compétences, hein, c'est-à-dire que si on peut avoir des faiblesses dans une unité et compenser par d'autres unités, pour autant nous sommes rentrés
au même titre que les autres certificateurs dans la notion de bloc de compétences pour autant. Et donc, on peut valider partiellement, c'est l'idée du législateur. Tous nos diplômes sont en train de passer au fur et à mesure en bloc de compétences. Ils paraissent au bulletin officiel régulièrement avec une ingénierie de formation sous bloc de compétences. Et effectivement, on fait des recevabilités maintenant avec préconisation. Je pense à deux diplômes, le BTS profession immobilière, pour lequel on ne donnait pas de recevabilité auparavant, parce qu'en général, il n'y avait pas la gestion. Il y avait bien la transaction immobilière, mais pas la gestion locative. On fait maintenant des recevabilités positives. Pareil pour le BP coiffure, qui en général n'avait pas nécessairement la gestion aussi. Et on fait aussi des recevabilités avec préconisation, où on indique que vous pouvez aussi avoir une validation partielle et construire, comme vous l'avez dit, votre parcours de certification. Alors, Véronique, en même temps, précise qu'en tant qu'accompagnatrice VAE, le fait d'être en relation avec le conseiller d'AVA est très intéressant pour la démarche et pour le candidat. Bien sûr, et on fait des journées d'échange de pratiques ensemble régulièrement chaque année entre nos accompagnatrices Greta et le DAVA pour voilà. Et puis on est en contact de toute façon. Très bien. Un grand merci Antonella pour votre intervention. Vous restez en ligne. Alors après, on va peut-être juste enlever votre vidéo et repasser maintenant à notre deuxième invité du jour, Madame Claire Rivière, pour le ministère de l'Emploi. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Et je reviens sur notre trame d'intervention. Alors, c'est Claire, les mêmes questions un petit peu. Qu'en est-il en termes des chiffres. Au niveau chiffres, exactement. Alors, au niveau chiffres, j'ai des chiffres sur 2017 et 2018. Alors. En 2017, 283 candidats VAE se sont présentés pour un titre du ministère du Travail, sachant que le ministère du Travail dispose de 242 titres. Sur ces 283 candidats, 202 candidats ont obtenu le titre complet, soit à peu près un pourcentage de 71,3% de réussite, sachant qu'au niveau national en 2017, le pourcentage de réussite était de 59,6%. Pour 2018, on a constaté une légère baisse du nombre de candidats qui se sont présentés à un titre par la voie de la VAE. Et on a eu 169 candidats VAE, donc qui ont passé un titre. Et sur ces 169 candidats, 113 candidats ont été admis au titre avec un pourcentage de réussite en légère baisse par rapport à 2017, qui est de 67%, avec au niveau national, le pourcentage de réussite est de 71%. Concernant les certifications les plus demandées, après ces certifications dépendent quand même du territoire, donc de chaque département, on constate pas tout à fait les mêmes certifications qui sont prisées par les candidats. Essentiellement, cela concerne le secteur du tertiaire, avec des titres comme secrétaire assistant, secrétaire comptable, assistant de direction également. On a un titre phare aussi qui revient assez souvent, c'est assistante de vie aux familles. Mais on retrouve également des titres dans la partie commerce et distribution, avec comme vendeur conseil en magasin, employé commercial en magasin, et quelques titres sur le transport et la logistique, comme technicien logistique d'entreposage, également conducteur transport marchandises sur tout véhicule. Et on a aussi le titre formateur professionnel d'adulte qui revient régulièrement aussi dans les certifications les plus demandées. Très bien. Juste une petite parenthèse. Je crois que sur les statistiques nationales, on n'en a pas parlé tout à l'heure, et tous certificateurs confondus, on avait une érosion au niveau national régulière et qui a à nouveau un regain d'intérêt. Enfin, je le précise en relief, on voit que les chiffres d'une année à l'autre ne sont pas forcément les mêmes. Les chiffres ne sont pas forcément les mêmes. En 2017, on a constaté une hausse quand même du nombre de candidats VAE.
parce qu'il y a eu une expérimentation qui a été menée entre autres en Pays de la Loire avec la VAE collective. Ça, oui. Donc là, on a obtenu un petit peu plus de certification par la voie de la VAE, avec quand même une déperdition par rapport aux informations collectives, une déperdition du nombre de candidats qui se sont présentés au final à un titre. D'accord, beaucoup de personnes à cette information. Et 2018, on revient un petit peu à les chiffres constatés en 2016. D'accord, ok, très bien. Voilà pour les éléments statistiques. Oui. Et pour ce qui fait la particularité du certificateur du ministère de l'Emploi, alors en termes de procédure, alors au niveau des procédures, la demande le livret 1, donc la demande de recevabilité, donc toujours avec l'utilisation du formulaire officiel. Cette demande de recevabilité, elle doit être adressée aux unités départementales de la directe, donc du département du domicile du candidat. C'est donc l'unité départementale concernée qui va instruire la demande de recevabilité. Le formulaire, bon, tout n'est pas dématérialisé, hein, les candidats peuvent toujours envoyer leur formulaire de demande de recevabilité, soit par courriel, mais aussi par voie postale, à chaque fois accompagné avec tous les documents, tous les justificatifs nécessaires. Et à la suite de l'examen donc de cette recevabilité par l'instruction par l'unité départementale de la directe, c'est donc l'unité départementale de la directe qui va accorder la recevabilité ou pas donc au candidat, et ceci avec un courrier de notification au candidat, donc une notification de recevabilité, sachant que cette recevabilité, elle est valable un an pendant lequel, donc, sur cette période, le candidat va pouvoir passer le titre. Alors, il peut passer le titre sur n'importe quelle session oui. D'un organisme agréé oui. du ministère de l'Emploi. Alors, une fois que le candidat donc, a obtenu sa recevabilité, donc contrairement à d'autres certificateurs au niveau du ministère du Travail, au niveau de la directe, il n'y a pas de conseiller VAE proprement parler. En général, les unités départementales ont un contact avec les candidats VAE, leur apportent une liste de centres qui sont agréés par nos services, donc par la directe, pour pouvoir organiser des sessions d'examen. Et en général, cet accompagnement, les candidats souvent s'orientent vers les organismes, vers un centre dans lequel ils souhaitent passer son examen. Et c'est le centre qui va l'accompagner en fait pour le passage du titre. D'accord. Sachant qu'il y a une notion, je crois, de plateau technique également. Oui, alors sachant que quand je dis centre agréé par la directe, c'est un centre qui a été agréé par nos services avec un plateau technique qui est décrit dans le référentiel d'évaluation. Donc chaque titre a un plateau technique différent. Et le centre a un agrément donc pour organiser les sessions d'examen, donc par titre, et donc correspondant à un plateau technique en particulier. D'accord. Je vois une question de Ludivine qui demande donc le type de justificatif qui accompagne le certificat, le CERFA de demande de recevabilité. Qu'est-ce qu'on demande comme élément de preuve? Je vous laisse réponse, Claire. Alors, bon, j'ai pas tout en tête là, mais comme justificatif, ça peut être dans la notice hein, qui accompagne le CERFA, c'est un peu plus précisé, et ça peut être au niveau des justificatifs, par exemple sur les années d'expérience, ou si c'est du bénévolat qui doit être pris en compte, la justification de cette période de bénévolat, par exemple. Voilà. On l'a pas redit, Ludivine. Je vous réinvite, comme Denis tout à l'heure, à revoir le premier webinaire qui détaille un peu plus tous ces éléments-là, mais effectivement, on est sur la preuve à deux niveaux, tant au niveau de la procédure purement administrative qu'est la recevabilité, et donc la preuve d'identité, la preuve d'activité, c'est typiquement ces éléments-là, effectivement, qui sont demandés. Je vois d'autres questions également. Ah, ça commence à réagir. Alors quand je parle de centre, oui, c'est ça. Voilà. Alors, quand je parle de centre agréé, bien sûr, il n'y a pas que l'AFPA, puisque l'AFPA est un centre comme un autre. Hein, c'est un centre, l'AFPA, et certains centres AFPA sont agréés pour organiser des sessions d'examen. Il y a aussi d'autres centres qui sont agréés pour organiser les sessions d'examen, sachant quand même que par rapport à l'AFPA, dans le cadre de sa mission de service public,
qui lui a été accordé par le ministère du Travail. L'AFPA a aussi un rôle de conseiller un petit peu les candidats éventuels au niveau de la VAE, bien sûr. Antonella a pu préciser également, elle, ce qui étaient les éléments attendus au niveau recevabilité, et Véronique souhaitait avoir des précisions sur le livret 2, sur le passage en jury côté ministère de l'Emploi. Alors, j'allais y venir. Donc, le livret 2, le candidat pour se présenter à la session d'examen, donc il a bien sa recevabilité délivrée par l'unité départementale de la Directe. Il doit également être en possession de son dossier professionnel, qui va retracer un petit peu l'ensemble des compétences pour montrer qu'il maîtrise bien les compétences liées au titre visé. Dans ce dossier professionnel qui est accessible sur le site du ministère du Travail, donc c'est un formulaire type, une trame est proposée donc pour l'ensemble des titres, c'est la même trame de dossier professionnel, et dans ce dossier professionnel, le candidat va décrire des pratiques professionnelles donc qu'il a pu connaître lors de ses expériences passées. Et ce dossier professionnel n'est pas dématérialisé, donc il doit être remis pour le passage du titre, il doit être remis donc aux membres du jury, pour l'instant toujours en version papier. Voilà, et on l'affiche. Alors, non, il est uniquement téléchargeable, mais je vous indiquais où il se trouvait sur la page dédiée. Dans la page dédiée du ministère sur les titres professionnels, à la rubrique donc du dossier professionnel, vous avez accès également donc à un guide de remplissage donc pour le candidat en voie de formation, mais aussi pour le candidat VAE, etc. On est en train d'afficher. Et vous avez aussi un dossier professionnel illustré qui peut aider le candidat dans la constitution de son dossier professionnel. Alors, voilà. Et donc, pendant ce temps-là, je souhaitais avoir des précisions. Antonella, c'est pratique d'avoir aussi les diplômes. En effet, ça nous permet d'analyser plus finement la demande. Voilà. En même temps, ça échange au niveau questions-réponses. La recevabilité est valable 3 ans pour un diplôme de l'éducation nationale. Alors, c'est pas le cas pour le ministère du Travail. Donc, la recevabilité, elle est accordée pour 1 an, sachant que si le candidat n'a pas pu passer son titre dans ce délai, il y a toujours une possibilité de représenter une demande de recevabilité ou de demander à l'unité départementale, surtout de prolonger la recevabilité pour pouvoir passer le titre. D'accord. Véronique demandait, est-ce que c'est le même DP pour la partie formative? Alors, il faut savoir qu'un candidat VAE, lorsqu'il va passer une session d'examen, va passer exactement la même session qu'un candidat en voie de formation, qui a préparé le titre par la voie de la formation. Donc, il est d'ailleurs au niveau des centres. Les centres mélangent pour une session d'évaluation. Il va y avoir des candidats VAE, mais aussi des candidats qui passent le titre par la voie de la formation. Ils sont évalués de la même façon. La seule chose qui diffère, c'est que le candidat VAE n'a que son dossier professionnel, alors qu'un candidat par la voie de la formation a un livret d'évaluation passé en cours de formation en plus. Ok, une question d'information de Denis qui demande son secteur. Alors, je pense que c'est une question un peu transverse, Denis. Pour répondre à cette question, et vu l'heure, en fait, ça va dépendre. Il y a l'entreprise et il y a les personnes elles-mêmes, les professionnels et notamment leur métier. On est en train de parler de choix de certification. Là, je ne peux que vous dire, bien sûr, chaque certificateur pourrait potentiellement avoir un élément de réponse. Je prends pas parti, hein, je joue la carte du CARIFOREF zone neutre, mais les conseillers experts VAE sont en particulier dans le dispositif d'info conseil régional justement là pour vous aider en fonction des personnes qui seraient intéressées à voir quelle certification chez quel certificateur serait la plus adaptée. Désolé, c'est une réponse de Normand, mais on peut difficilement traiter plus facilement, même si Antonella vous précise qu'il y a bien sûr des diplômes de l'éducation nationale qui pourraient vous intéresser. Peut-être un dernier mot sur le passage devant le jury, puisque c'est peut-être au niveau du ministère du Travail, il y a une particularité lors de la session d'évaluation, c'est que le candidat est mis en situation, il a une mise en situation professionnelle, donc c'est une spécificité du ministère du Travail.
Donc la session d'évaluation, le candidat VAE va être évalué par un jury de 2 professionnels du métier, obligatoirement, qui sont habilités par les services de la directe. Et ce jury va évaluer le candidat donc au vu d'une mise en situation professionnelle, mais cette mise en situation professionnelle, elle peut être complétée par un entretien technique, par un questionnaire professionnel, par un dossier, une présentation d'un dossier de projet professionnel si la mise en situation n'est pas possible. Et l'évaluation se termine toujours par un entretien final, donc toujours avec le jury. Et lors de cet entretien final, le jury va s'appuyer sur le dossier professionnel du candidat, puisque c'est au moment de l'entretien final qu'il y a un échange sur le dossier professionnel entre le jury et le candidat. Merci Claire. Quelle gageure que de réussir à tenir dans le temps imparti. En tout cas, pendant ce temps-là, Anne complétait alors une réponse à Denis en lui précisant que le site de la certification professionnelle permet des recherches. Après, oui, bien sûr, pour pouvoir naviguer par mots-clés. Donc, d'où le besoin aussi d'avoir des gens qui sachent se repérer dans ce travail, qui n'est pas forcément immédiat et évident. Voilà. Mais merci en tout cas pour cette points. Juste une précision quand même que l'ensemble des titres professionnels du ministère du Travail donc, sont accessibles sur le site du ministère. Vous avez un accès à la liste détaillée. Alors, un accès à la liste détaillée des titres. Voilà. Ou par secteur d'activité, vous pouvez rechercher. Vous avez une liste des titres. Ou alors, si vous connaissez déjà le titre, vous avez accès donc à l'ensemble des titres. Et accès donc à tous les référentiels d'évaluation et le référentiel emploi et activité des compétences entre autres. Merci beaucoup. Voilà. Nous en étions à l'exposé partagé par le deuxième certificateur. Nous allons passer de ce pas au troisième certificateur. Le temps de vous dire que, et je partage le point de vue d'Antonella en même temps, puisque vous échangez également sur le module conversation. Oui, c'est foisonnant. C'est pas forcément d'accès immédiat. Mais par contre, ça peut donner une première idée. C'est bien d'avoir l'avis d'un tiers un peu plus expert dans le domaine. Voilà, également. Et les coordonnées de Claire aussi. Ah Est-ce que vous souhaitez les mettre, Claire? Oui. Eh ben, je vous laisse venir les saisir. Pendant ce temps-là, on va revenir à un mode de présentation. Alors, c'est ici, si vous voulez. Et nous passons ensuite à la DGSCS. Oui, comme ça, je vais les saisir, merci. Sachant que le temps file, hein, bien sûr, vous avez vu, il est bientôt midi, donc on dépasse. Nous le savions, et on va essayer de ne pas aller au-delà de midi 10. Et voilà, et vous pouvez faire entrer Claire. Voilà, merci beaucoup. Et Sébastien, bonjour Sébastien au passage, et qui nous indique également l'existence du site de Pôle Emploi dédié à la VAE, le site Avril, et qui donne également donc accès à une recherche de certification. Effectivement, il y a de nombreuses ressources, et voilà, au moins on a les marqueurs, les échanges de coordonnées, et nous passons à notre troisième certificateur. Bonjour. Sylviane. Sylviane Cussonneau pour la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Bon. Donc, nous, on s'occupe des diplômes paramédicaux et sociaux. Et donc, on va aller sur le site de l'ASP. L'ASP qui gère pour nous toute la partie livret 1. C'est à l'ASP que les candidats envoient leur livret 1, puis envoient leur livret 2 pour étude. Voilà, il est là. Alors, sur ce site, on voit sur la gauche les diplômes concernés, puisque tous les diplômes, par exemple, paramédicaux, dits sanitaires ici, oui, ne sont pas concernés par la VAE. On a un très gros quota d'infirmières, on doit avoir 3300 infirmières en formation. Or, c'est une formation qui n'est pas accessible à la VAE, puisque ce serait de l'exercice illégal. Donc, on voit
que restent auxiliaires de puère, aide-soignante, voilà. DEAP, DEAS. Ça, c'est les pharmaciens hospitaliers, oui. les ergothérapeutes et les infirmières de bloc opératoire. Voilà. Et sachant qu'à chaque fois, on a de présenter pour chaque certification des éléments de descriptif métier. Oui, les référentiels indispensables. Voilà, les référentiels de compétences. Également, les conditions de recevabilité qui sont... Et là, j'entendais la question précédemment. Pour ces métiers-là, on a dans les pièces jointes une attestation employeur. Parce que, par exemple, aide-soignante, qui est quand même un des gros diplômes, l'employeur peut attester des éléments faits par la candidate. C'est-à-dire, pour chacun des items que l'on verra dans le document, l'employeur indique si, dans la structure, souvent des maisons de retraite, la personne fait ou ne fait pas. Sur le social, donc on voit qu'il y a encore plus de diplômes, hein, c'est accompagnant éducatif et social, ça remplace les AMP et les AVS qui sont en fin de vie, que l'on retrouve juste en dessous. Les assistants familiaux, les techniciens en intervention sociale et familiale, les assistantes de service social, les éducateurs de jeunes enfants, les médiateurs familiaux, le certificat, le CAFERUIS et le DEIS. Alors peut-être vous parliez des diplômes en fin de vie. Vous me disiez tout à l'heure que on a aussi dans les dernières évolutions par rapport à la VE l'acquisition des blocs de compétences à vie et avec un petit bémol concernant justement ces diplômes. C'est un point important. Oui, les unités sont acquises à vie du diplôme. C'est-à-dire que les personnes qui ne finiront pas leur VE à temps perdront le bénéfice des unités acquises. C'est-à-dire qu'elles ne permettront jamais d'acquérir ni le nouveau diplôme, ça va de soi, ni l'ancien, puisqu'il n'y aura plus de session. Donc effectivement, il faut inciter les personnes qui ont déjà acquis des unités ou qui ont obtenu leur recevabilité à faire assez rapidement leur livret 2 pour être présentés rapidement. Parce qu'on voit bien que, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais dans ces métiers-là, les gens prennent leur temps. Ils déposent le livret, ils sont reçus une première fois en jury, et puis parfois, ils prennent 2 ans, 3 ans avant de se représenter. Donc là, pour les diplômes qui se terminent, c'est-à-dire EJE, assistant de service social, AVS et AMP, il faut maintenant faire très vite pour se représenter. Tout à fait. Et deux choses. La première, je crois que comme pour l'éducation nationale, comme elle le mentionnait tout à l'heure, Antonella, vous avez une recevabilité qui est valable 3 ans, contrario de ce qu'on évoquait pour le ministère de l'Emploi. Et par ailleurs, effectivement, un certain nombre de diplômes, je crois que ce sont ici sur cette page, les diplômes non gérés par l'ASP, qui relèvent du champ du DABA, en fait, sur le DE moniteur éducateur et éducateur spécialisé éducateur technique spécialisé. Voilà. Très bien. Donc, en fait, ce site, c'est la référence. Oui, vraiment pour démarrer. Il faut vraiment aller là. Tout y est. Dans les pièces en téléchargement, on a vraiment, on le voit, le livret 1. On peut aller voir, on verra peut-être l'attestation employeur. C'est vraiment un guide. C'était sans compter sur je ne sais quel module qu'il faudrait avoir sur ce poste. Donc en tout cas, vous y êtes invité à aller le voir, mais effectivement qui est très utile et inclus en annexe du livret de recevabilité. C'est une pièce annexe. Oui. Oui. Et Véronique est en train d'écrire en même temps en parallèle. Alors par contre. Et puis dire aussi qu'une des particularités des diplômes sanitaires, c'est qu'il n'ouvre pas droit aux dispenses de modules par possession d'un autre diplôme. Donc les personnes qui présentent une VAE sanitaire doivent présenter impérativement tous les modules. Nous avons une question en même temps. Je ne sais pas si on pourra répondre à tout, vu comment le temps file, mais le livret 2 est-il uniquement en PDF? Alors, voilà une question qui est donnée. Non, les personnes peuvent l'envoyer encore sous forme papier. On a fait valoir auprès du ministère et de l'ASP que, notamment pour les personnes qui sont en niveau 5,
ça pouvait être compliqué. Donc pour l'instant, ça reste ouvert. Je me demande si la question n'était pas de l'ordre de dire est-ce qu'on peut l'envoyer en électronique et également en papier. Ah ben non, c'est l'un ou l'autre du coup. Oui, c'est ça. Oui. L'un ou l'autre, mais en fait, on propose un livret 2. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on l'a vu. Je ne l'ai pas vu là sur le site, dans les pièces. Alors, si je reprends le DAB. Il est en PDF parce qu'il faut aller demander, téléphoner pour avoir un format Word. C'est ça. C'est pas interdit. Livret 2, voir le document. Oui. Alors, on a un document PDF qui est là. Oui, mais on peut le demander en Word. Voilà. On peut le demander en Word pour qui pouvoir. Vraiment, voilà, pour qui ce serait trop difficile à demander en Word. D'accord. Ok. Et puis, l'envoyer oui, mais voilà, ça on y a répondu. L'éducation nationale ne refuse pas le papier, notamment pour les niveaux 3 anciennement. Okay. Très bien. Qu'est-ce qui serait important de mentionner également sur la procédure? Donc là, on a vu un site de référence avec l'ensemble des pièces, l'ensemble des descriptifs, des référentiels, des livrets. Par ailleurs, en termes de procédure, peut-être les jurys, l'organisation des jurys. Donc là, on est chez vous sur un dossier et on passe en jury. On n'a pas la notion de mise en situation professionnelle qu'on évoquait. Livret 1, recevabilité valable 3 ans. La personne envoie son livret 2. La trame est quand même assez aidante, puisque c'est bien par module avec des questions auxquelles le candidat répond. Ensuite, il y a un jury oral qui est prévu avec un professionnel et un formateur ou un directeur d'institut de formation. Et les personnes sont questionnées pendant 45 minutes sur chacun des unités, des 8 unités par exemple pour AS qui sont à acquérir. Okay. Donc c'est uniquement un oral sur la base du livret 2 pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes. Donc avec des sessions qui ont lieu régulièrement. Oui, donc pour la plupart des diplômes, on a une session par an. Pour les aides-soignants, on en a 2 par an, parce que le nombre était quand même plus conséquent. Alors, avec, on doit avoir à peu près 300, à peu près tous les ans 300 candidats. On a eu en 2018 126 diplômes. Ce que disait la collègue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer puisque les 126 qui ont acquis un diplôme là ont pu commencer leur VAE en 2017, voire en 2016. Et un certain nombre de personnes qui ont acquis là des unités n'auront le diplôme définitif que l'année prochaine. Donc les taux de réussite on ne peut pas les calculer comme ça, sachant que en VAE, plus de 90% des personnes acquièrent des unités. Et vous savez que l'intérêt d'acquérir des unités, c'est qu'ensuite, vous pouvez suivre votre formation à l'école sans passer les concours d'entrée qui, notamment dans le paramédical, sont quand même très sélectifs. Donc, dès que vous avez acquis une unité en VAE, vous pouvez solliciter une école pour poursuivre la formation. Et même, d'ailleurs, c'est très souvent articulé. Ça rejoint la question de Véronique qui pose cette question de la réussite où en fait on est sur des domaines pour aides-soignantes et auxiliaires de puère où il y a une maîtrise attendue de gestes professionnels de soins qui de fait, si on prend l'exemple des ASH, elles ne le détiennent pas. Et donc pour le coup ne peuvent pas avoir une réussite comme vous en posez la question Véronique de fait sur la totalité des diplômes. Voilà, beaucoup de candidats obtiennent 6 unités sur 8. Ce qui manque, c'est les unités 2 et 3, c'est-à-dire la connaissance technique, tout ce qui est maladie, symptômes, etc., et la réalisation des soins. Et c'est pour ça qu'on insiste pour que ces personnes-là aillent ensuite en institut. Parce qu'en institut, elles vont bénéficier de la théorie, de stages professionnels, de rencontres avec des collègues, des formateurs, et là, du coup, elles ont toutes les chances. Les aides-soignantes, 50% d'entre elles acquièrent leur diplôme après un complément de formation en institut. Non, mais c'est clair. Parce que beaucoup de candidats sont effectivement agents de service dans les EHPAD. C'est ça le plus gros des aides-soignants. Et effectivement, elles ne peuvent pas obtenir une validation d'acquis sur une expérience qu'elles n'ont pas eue. Clairement. Et puis, il en est un petit peu de même, je crois, pour les auxiliaires de puère. Il y a aussi une partie de maîtrise de gestes qu'elles ne peuvent pas forcément avoir. On travaillait avec des enfants, mais ce qu'on appelle chez nous les enfants sains, et beaucoup n'ont pas d'expérience avec les enfants malades des hôpitaux.
Donc là aussi, c'est les mêmes 2 modules, hein, les 2 et 3. D'accord. Là aussi, une poursuite à l'école, ça donne toutes les chances. Bon, bah, très bien. Donc vous avez une articulation de fait VAE formation, Oui. en tout cas pour ces diplômes-là, oui. par nature du diplôme. Quoi. Et en parallèle, Ludivine demandait si en fait, elle posait la question de l'accompagnement par d'autres organismes. Et en fait, là, oui, on l'a pas rappelé non plus hein, dans ce webinaire, mais l'accompagnement est libre en fait. Hein, oui, c'est un marché libre. Premièrement, oui, il n'est pas obligatoire. Chez nous, il n'y a pas de temps d'accompagnement obligatoire. Oui, en plus c'est facultatif, bien sûr. C'est Et fortement recommandé. Ça aide. Mais c'est facultatif Ouais. et en tout cas, il n'y a pas de et pour vous, il n'y a pas de liste d'accompagnateurs. Très souvent, ce sont les écoles, enfin les instituts de formation qui assurent cet accompagnement. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, le temps d'en parler et le temps de regarder sur la pendule, à mon avis, il est midi 10. Ouais. On est dedans. Peut-être une dernière question ou deux maximum et puis. À réponse courte. À réponse courte, c'est ça, et puis on conclura. Même chose que pour les collègues, on va vous laisser l'adresse courriel et le téléphone. Voilà, ça exactement. Je suis en train de les saisir de suite. Voilà. Eh bien, écoutez, en parallèle, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en viens directement, tout en saisissant les coordonnées de Sylviane, j'en viens à la conclusion, notamment en vous rappelant les prochaines actions de professionnalisation. Donc un webinaire sur les métiers du bâtiment, notre journée régionale EFOP, donc des acteurs de la stratégie régionale. Oh là, c'est décalé tout ça, mais bon, c'est le 3 décembre à la Pommeraye. Et puis un atelier sur la question des actifs peu qualifiés, les opportunités d'emploi et de formation. Et puis ici, par les liens, donc la possibilité, vous invite à évaluer ce webinaire pour nous aider à améliorer ce que l'on vous propose au fur et à mesure, ainsi que de participer à notre sondage sur vos besoins de professionnalisation pour 2020. Et je finis pendant ce temps-là de saisir les coordonnées de Sylviane. C'est jscs.gouv.fr et puis voilà 40 pardon 87 ah voilà c'est bon, c'est parti. Voilà, écoutez, un grand merci à tous, certificateurs et autres, pour votre participation. Et puis, il nous reste à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt sur les écrans ou en direct live en présence. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.